L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Allô, ma petite chaleur caniculaire qui se tient plus debout, c'est Vincent, hein? Et aujourd'hui, je vais te présenter mon Quad 9 Vince du mois de juin. Bon, là, il y a deux petites choses que je veux dire. La première, c'est que j'ai changé ma caméra. Donc, ça se peut que le son soit un petit peu moins bon. On va voir. Écoute, si tu trouves que la qualité de l'image est meilleure, mais que le son est moins bon, bref, tu peux laisser un commentaire juste en bas dans la section des commentaires. Deuxièmement, si c'est trop long à ton goût, je te comprends. Hein, c'est pas facile d'écouter quelqu'un qui déblatère pendant un certain temps. Donc, ce que je te propose de faire, c'est tout simplement, regarde dans la description, il va y avoir en fait des timestamps, des étampes temporelles pour indiquer quel jeu que j'ai joué, puis quand est-ce que j'en parle. Et je vais continuer ma mode de chez nous où je vais faire différentes catégories pour les différents jeux que j'ai joués. Alors on commence avec la première catégorie qui se nomme 1€ en apéro. Premier jeu dans la catégorie 1€ en apéro, Les Voyages de Marco Polo, qui est un jeu de placement de dés en fait avec deux auteurs qui sont relativement bien connus depuis un certain temps grâce aux différents jeux qu'ils ont produits et qui étaient vraiment très agréables et qui ont été bien accueillis en général. Voyage de Marco Polo en fait c'est comme j'ai dit un placement de dés où est-ce que bon les joueurs vont devoir se déplacer à travers l'Asie en général, donc on part tous à Venise et le but c'est de se rendre en Chine, mais aussi c'est d'accomplir certains contrats par rapport à différentes ressources dans le fond. C'est 1€ pur et simple, c'est super le fun, puis vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas joué, puis j'ai trouvé ça vraiment une belle redécouverte. Puis ça me tente de leur sortir, je pense que même à 2 joueurs, je pense que je l'avais sous-estimé. Mais sérieusement, quelque chose de très solide à travers ce jeu-là. Deuxième jeu dans la catégorie des jeux en apéro, Pulsar 2849, que j'ai déjà parlé dans les autres Quad 9. Je ne m'étendrai pas super longtemps là-dessus. Un beau petit jeu avec vraiment différentes stratégies qui sont possibles et viables. D'ailleurs, la personne qui a gagné a remporté en fait la partie. Non pas grâce au déplacement sur le plateau, mais bien avec, dans le fond, les différents bonus de fin de game, les technologies. Donc, ça prouve vraiment que le jeu offre différentes manières qui sont très viables pour accéder à la victoire. C'est ce qui conclut la catégorie 1€ en apéro. On continue avec la catégorie on s'embarque dans le quoi là? Ah, on s'embarque dans quoi là, hein? Des gros jeux bien intenses. Le premier jeu que je vais te parler sera Pandémie Legacy saison 1. Je le sais, je tarde, c'est long avant qu'on puisse terminer tout ce jeu-là. C'est super le fun, je dirais. L'histoire est vraiment intéressante. Mais là, écoute, on est rendu au mois d'octobre peut-être et je trouve que ça commence à s'essouffler. J'ai trouvé ça bien, je trouve ça intéressant, puis je trouve ça cool en fait que vraiment on ait réussi à pouvoir créer un jeu qui ramène les joueurs vers ce jeu-là pendant une quinzaine de parties, ce qui est devenu très rare d'ailleurs. On achète énormément de jeux, on joue quelques parties, puis ensuite ça on passe à la prochaine nouveauté, alors que les Legacy, probablement que c'est ça leur plus grande force, c'est que vraiment on se retrouve devant le jeu plusieurs fois plutôt que 3 ou 4. Donc dans ce cas-ci c'est réussi, mais je trouve qu'il y a quelque chose, je trouve que bon, faudrait qu'il y ait de quoi de plus, faudrait que la machine reparte. Écoute, c'est mon opinion personnelle, mais si tu as vraiment capoté, puis je le sais qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont capoté ce jeu, puis j'aime vraiment ça, là, somme toute, là, mais je trouve que là, ça commence à manquer de gaz. On continue avec le jeu Cosmic Encounter. Cosmic Encounter, en fait, qui est un jeu qui se passe dans l'espace, on va jouer différentes races, vraiment cool comme jeu, où le but, c'est de vraiment faire des négociations avec les autres joueurs autour de la table et de pouvoir coloniser 5 planètes avant les autres joueurs, sauf qu'on peut être plusieurs à gagner la partie, ce qui est super intéressant. Parenthèse par rapport à ce jeu-là, ainsi qu'à un autre jeu qui est dans cette catégorie-là, qui se nomme Sidereal Confluence. Si tu veux en entendre davantage parler, en fait j'ai fait une vidéo, un vidcast avec Professeur Board Game, David Couteau et Martin de la zone du jeu de société, donc je vais pouvoir te placer les liens pour les 2 chaînes YouTube, ainsi que le vidcast auquel j'ai participé. Pour continuer avec Sidereal Confluence,
C'est un jeu de négociation pur et dur, avec un aspect euro où est-ce qu'il faut gérer en fait nos petits cubes en bois. On va les échanger pour obtenir des cubes en bois de préférence selon nos machines qu'on a devant soi. On va produire des nouveaux cubes et avec ces cubes-là, on va pouvoir créer des points, on va pouvoir créer des nouvelles inventions où tous les joueurs vont avoir accès à ça, sauf que toi tu fais des points par rapport à ça. C'est un jeu qui est très épique, que je trouve génial parce que chacune des parties, c'est quelque chose de mémorable. Il y a vraiment de quoi de particulier dans le jeu de négociation qui m'allume énormément et je trouve que ce genre de jeu-là est un peu mis de côté selon moi. Je trouve qu'on devrait en avoir davantage, des jeux qui encouragent les joueurs à négocier, à se convaincre les uns les autres que bon, on dit pas de la merde autour d'une table, hein, on dit quelque chose de réel, puis c'est quelque chose qui est avantageux pour oui, nous autres aussi, mais les autres, tu sais. Fait que bref, Sidereal Confluence, j'encourage grandement tout le monde à regarder de quoi ça a l'air. On continue avec une comparaison entre deux jeux. Le premier, c'est Heroes of Land, Air and Sea et Civilization. Mis à part le fait que ce sont deux 4X, c'est-à-dire le Explore, Exploit, Expand puis Exterminate. Je trouve que les deux se ressemblent énormément. Premièrement, bon, dans les conditions de fin de partie, on a 4 différentes conditions de fin de partie qui sont relativement reliées au principe du 4X. Tu vas recevoir une faction et ta faction, dans le fond, va vraiment déterminer comment est-ce que tu vas jouer la partie. Le combat, l'exploration, comment est-ce que ça fonctionne, l'installation sur le plateau, bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très similaires. Mais je trouve que le problème avec Heroes of Land, Air and Sea, c'est que c'est vraiment un jeu qui, malheureusement, perd dans son trop gros désir de vouloir être différent les uns des autres. Dans le sens où est-ce que je reçois mon plateau, et là, j'ai à peu près 16 différents pouvoirs qui sont attribués à la race que j'ai. J'avais les nains, puis écoute, il y avait une tralée de pouvoirs que même moi, j'ai oublié d'utiliser, que je pensais pas faire ou quoi que ce soit. Mais au-delà de ça, c'est que tu as tous les autres pouvoirs des autres joueurs. Ça, c'est sans compter en fait les différentes armées qui sont uniques, des héros qu'on appelle. Ces héros-là vont tous avoir des pouvoirs spéciaux. C'est vraiment, c'est pas inintéressant, mais je trouve ça plate qu'il y ait un besoin tellement grand de devoir faire quelque chose de tellement différent sur tellement d'aspects. Je trouve que ça brise le rythme du jeu, puis c'est vraiment au détriment en fait du plaisir des joueurs. Vraiment une affaire super spontanée, je détruis une tour d'un autre joueur, puis finalement, qu'est-ce que ça me dit moi sur mon plateau? Ça dit si tu détruis la tour d'un autre joueur, ben, tu construis ta tour automatiquement. L'autre joueur n'était pas au courant de ça, donc probablement en ayant su que j'avais ce pouvoir-là, il aurait joué de façon différente. Mais l'affaire, c'est qu'il faudrait peut-être 7 ou 8 parties avant de comprendre tout ça. Fait que j'ai trouvé ça comme un peu, j'ai trouvé ça moyen, tu sais, surtout que ça dure 2-3 heures de temps. Je pensais vraiment aimer ça d'ailleurs à cause d'une mécanique en fait à la Puerto Rico où est-ce que bon, les joueurs peuvent suivre l'action du joueur principal. Je pensais vraiment avoir beaucoup de plaisir, puis finalement en jouant, j'ai vraiment trouvé que ça s'essouffle rapidement. Je trouve que Civilization en fait exactement la même job, sauf que c'est plus raffiné, c'est plus découpé, c'est plus straightforward, je dirais. On reçoit, oui, une faction différente, mais l'affaire, c'est que ton pouvoir, aussi minime paraît-il, fait tellement une différence majeure dans la manière que tu vas jouer, la manière que tu vas approcher le jeu, mais aussi dans l'interaction que tu vas avoir avec les autres joueurs. Ça change énormément d'affaires, puis aussi, c'est que tout le monde a accès à une panoplie, en fait, de différentes recherches scientifiques qu'on peut faire en fin de round. Et l'affaire, c'est que tu vas vraiment diriger de façon distinguée des autres comparses autour de la table parce que ben, tu es là, puis tu regardes les différentes sciences qui sont devant toi, puis tu fais comme, ben, elle concorde un peu plus avec où est-ce que je m'en vais présentement dans la direction où est-ce que je vais, alors que elle, probablement, je l'utiliserai pas. J'ai trouvé ça plus intéressant, en fait, quoique je trouve que ça a été quand même très long, cette partie-là nous a duré 4 heures. Pour qu'un 4X puisse venir me charmer, personnellement, il faut vraiment qu'il y ait une interaction qui est un peu féroce entre les joueurs, puis qu'on puisse être capable de vraiment tirer la couverte chacun de son bord, qu'à la limite l'équilibre du jeu soit peut-être mis en danger et que dans le fond les joueurs plus expérimentés doivent s'assurer de ramener toujours cet équilibre-là sans nécessairement la briser à leur avantage. Je trouve que ça c'est plus intelligent de cette manière-là, plutôt que de juste simplement dire ok ben là tu as une tonne et quart de patente à gosse à retenir puis à
affaires, puis ci, puis ça. Puis ben, retiens toute cette information-là, puis plus tu joues, plus que tu vas mémoriser ça, plus que tu vas être au courant de toutes ces informations-là. Distinction et différence ne veut pas nécessairement dire plus de rejouabilité selon moi. Je pense que particulièrement où est-ce qu'un jeu devient rejouable, c'est vraiment dans l'interaction qu'il propose autour de la table. Si tu joues avec des joueurs différents, tu vas toujours avoir une partie différente une à l'autre. C'est ce qui conclut la catégorie. On s'embarque dans le quoi là. On continue avec la catégorie un petit 5 minutes en trop. Le premier jeu dans cette catégorie-là, Crossing, que j'ai parlé maintes et maintes fois, moult fois. Je m'y attendrai pas encore là-dessus, mais à chaque fois que je présente ce jeu-là, écoute, on joue 2-3 parties en ligne parce que ça dure 5 minutes, puis on a le goût de rejouer, c'est drôle, c'est le fun, c'est enjoué, super léger. Les deux prochains jeux dans la catégorie un petit 5 minutes en trop sont conjoints, en fait, de fait, parce qu'on parle de Bang et Bang de Dice Game. Bang, c'était une des premières parties que j'ai faites depuis fort longtemps. Et j'ai trouvé ça super le fun, en fait, la dynamique avec les cartes. Je me souvenais pas, en fait, de cette dynamique-là. Je trouvais ça super le fun. Ça n'a pas pris bien de temps. On n'était pas super familiers. On s'en rappelait tout à moitié, mais ça n'a pas pris de temps avant que tout le monde s'en rappelle autour de la table. Fait que ça, c'était génial. Mais je trouve que Bang de Dice Game va davantage droit au but. On niaise pas avec la POC, vraiment, là, regarde, on lance les dés, on fait qu'est-ce que les dés nous disent de faire, puis il y a un peu, il y a un peu de négociation, on essaye de bluff aussi, mais je trouve par contre que peut-être la négociation et le bluff dans les deux jeux sont un petit peu difficiles à faire, mais quand même, ça reste un jeu accessible à tous, qui est très facile à expliquer, qui est très facile à embarquer dedans, puis on a du fun au final, là, c'est vraiment pas, c'est pas la fin du monde, là, tu sais. Et c'est ce qui conclut notre catégorie un petit 5 minutes en trop. On continue avec la catégorie fait pour tous, sauf que... Premier jeu, Die Quacksalber von Kindlingburg. J'ai fait une critique et j'ai fait en fait une espèce de session de jeu tout en expliquant en fait comment est-ce que le jeu se joue. Je vais te faire un lien en fait dans la description. Jeu super le fun, très accessible, mais il y a quand même une bonne stratégie derrière. C'est pour la raison pour laquelle il est présentement en nomination comme étant le jeu stratégique de l'année au Spiel des Jahres. C'est un push your luck, stop ou vas-y, mixé avec du backbuilding, donc construction de sacs. Les joueurs, bref, vont mettre des jetons dans un sac et vont devoir en fait aller piger des jetons à chaque tour. L'affaire, c'est que tu décides le nombre de jetons que tu piges, mais le problème, c'est que si tu piges un trop grand nombre d'ingrédients X, eh bien ta marmite va exploser et ça t'apporte des inconvénients de faire ça. Très fun, très sympathique, super accessible, très beau pour la famille, mais une belle petite touche de stratégie à avoir, puis aussi, bon, l'élément hasard est vraiment bien intégré. Prochain jeu dans la catégorie fait pour tous, sauf que High Society de Rainer Knizia, qui a eu présentement une réédition en fait chez Osprey Games. C'est un jeu qui est super simple, c'est un jeu d'enchères, mais qui a vraiment un thinking, une réflexion à avoir, un impact aussi de tes coups à long terme. Les joueurs dans le fond vont recevoir des cartes et ils reçoivent toutes les mêmes cartes, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes numérotées entre 1 et 25 et ces cartes-là représentent des francs. Et à chaque tour, on va piger une carte et il faut aller chercher des cartes de luxe qui sont numérotées de 1 à 10 et la personne qui mise le plus cher va obtenir cette carte-là. La personne qui a le plus de points en fin de partie gagne. Ceci étant dit, il y a des cartes qui vont être désavantageuses et donc les joueurs vont devoir miser pour ne pas avoir ces cartes-là. Et donc le premier joueur qui passe récupère, oui, son argent qu'il a misé, sauf qu'il récupère aussi la carte. Et des fois, ces cartes-là, c'est par exemple une carte qui va te faire défausser une autre carte de luxe. Tu as des cartes aussi qui vont diminuer ton score final, dans le fond, de la moitié. Tu as des cartes aussi qui te font perdre 5 points. C'est super le fun. Ça va droit au but, je trouve. Comme jeu, c'est vraiment un jeu qui permet aux gens de découvrir c'est quoi les jeux d'enchères. Puis tu as vraiment un aspect un peu poker, tu sais, qu'est-ce que l'autre va faire, on essaie de convaincre les autres, mais en même temps, faut penser à soi-même, est-ce que c'est une bonne idée d'y aller ou de pas y aller. L'aspect en fait stop ou vas-y est là de façon intrinsèque et surtout fait de façon indirecte. C'est vraiment le fun. Pour un petit jeu de 20$ environ, ça vaut vraiment la peine. Prochain jeu dans cette catégorie-là, Tournament at
Camelot. Super bon jeu pour vrai. Passer en dessous du radar complètement. Premièrement, l'esthétisme du jeu peut rendre certaines personnes réticentes. C'est des cartes en fait de grosseur tarot avec un espèce d'esthétisme de design plus dessin médiéval très religieux à la limite, mais qui permet en fait vraiment de se baigner en fait dans la thématique. C'est un genre de dame de pique mais à l'envers, la carte avec le plus petit chiffre pair dans ce cas-ci, et plus que tu obtiens des cartes, plus que tu perds des points de vie, la personne qui a le plus de points de vie en fin de partie gagne. La partie se termine quand un joueur n'a plus de points de vie du tout. Mais il y a des belles mécaniques vraiment, une mécanique de catch-up, de rattrapage, où est-ce que les joueurs qui ont perdu plein de points de vie vont récupérer des faveurs divines. Puis les faveurs divines viennent vraiment un peu fucker la patente, entre guillemets. Tu sais, mettons, je peux piger une faveur divine, qui va faire en sorte que je vais toujours être le premier à décider ça va être quoi la couleur qui va être jouée autour de la table, ou une autre que c'est je joue tout le temps ma carte face cachée. Mais au-delà de ça, tous les joueurs ont des pouvoirs spéciaux autour de la table qui fonctionne, qui fit quand même bien avec les personnages médiévaux fantastiques de l'univers de Camelot, le roi Arthur, Lancelot, etc. Vraiment le fun comme jeu. Encore une fois, un petit jeu à 25-30$, mais qui vaut donc bien gros la peine. J'ai passé des soirées à jouer à ça. On a du fun, c'est rigolo. Vraiment un jeu qui t'encourage à pas prendre le jeu au sérieux, mais qu'au final, tu peux quand même avoir un petit lot de thinking derrière, une bonne stratégie. Le dernier jeu dans cette catégorie-là, Flamme Rouge que j'ai encore une fois parlé dans mon dernier Quad 9 Vince. Un jeu super le fun, très enlevant je dirais. Faut pas s'attendre à un grand jeu de stratégie avec Flamme Rouge, et je pense que c'est ça qui a déçu le plus les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ce jeu-là comme étant super intéressant, vraiment le fun, puis il y a une belle stratégie. Et les gens probablement ont été déçus à cause de l'attente qui se sont créées. Faut pas que tu te fasses attente avec ce jeu-là, au contraire, faut juste que tu embarques dans la thématique. Oui, je le sais, c'est des vélocyclistes français qui font une course, qui font le Tour de France. Je suis d'accord, c'est pas nécessairement la thématique la plus enlevante et la plus capotée. Mais quand même, il y a quelque chose de le fun, tu vas jouer tes cartes, puis là, tu espères que ton pousseur soit toujours dans la course, mais tu veux pas trop qu'il soit en arrière, mais tu veux pas trop qu'il soit en avant. Puis vraiment, tu essaies de réfléchir à ce que les autres peuvent faire. Puis c'est vraiment le fun, somme toute, comme jeu. Belle rejouabilité aussi, parce que tu peux changer les pistes de course. Je le comparais peut-être à Formula D, mais version carte. Donc, si tu as apprécié Formula D, je suis pas mal certain que tu vas aimer Flamme Rouge, somme toute. C'est ce qui conclut la catégorie Fait pour tous, sauf que, et on termine la catégorie avec le Oh my God, que c'est hot! Dans le vidcast que j'ai fait avec David et Martin, j'ai parlé de deux jeux que j'ai joués dernièrement et qui m'ont flabbergassé pour être honnête. Le premier, c'est Warhammer Shadespire. Écoute, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là au début du mois de juin. Je pense que j'ai 20 parties présentement à mon actif. C'est un jeu qui m'a étonné dès le départ. Je pensais pas aimer ce genre de jeu-là. Je ne suis pas un fan de l'univers de Warhammer. Je ne suis pas un fan de wargaming. Mais ce jeu-là n'est pas un wargaming. En fait, c'est vraiment un board game. Et on a l'opportunité de voir l'expertise de Games Workshop dans le domaine du jeu en général et de transporter en fait leur univers, leur expertise dans le jeu de société. Grosso modo, on va avoir deux decks de cartes et ces decks-là sont customizable, donc tu les arranges à ton goût entre chaque partie. Tu as différentes factions, tu as des cartes qui sont spécifiques à ta faction que tu peux utiliser, mais tu as aussi des cartes neutres que tu peux aussi utiliser et tu fais un mix and match de tout ça. Le premier deck que tu as, c'est des power cards, donc c'est des cartes que tu vas pouvoir jouer en fait qui vont impacter ce qui se passe sur le plateau, et les autres cartes, ce sont des cartes objectifs que tu vas en fait pouvoir jouer à la fin d'un round, dépendamment en fait si tu as accompli la condition de cette carte-là. Les objectifs, par contre, c'est pas juste va-t'en de l'autre barre puis pète la gueule à l'autre. Ça peut être des affaires très funky, genre, tu sais, va garder 3 objectifs, ou tu sais, assure-toi qu'il y ait 3 personnages autour de un ennemi, ou encore, soit, tu sais, aie 3 personnages sur une ligne commune. Il y a vraiment différentes choses, puis il y a vraiment là une stratégie, en fait, diverses stratégies qu'on peut adopter à travers le jeu. Puis c'est parce que l'effet customizable fait aussi qu'on est capable de pouvoir
pouvoir en fait faire, ben, ok, ben ce deck-là que je veux me faire va plus se diriger vers tel endroit ou tel endroit. Tu peux faire une espèce d'overall, de très général, mais c'est vraiment le fun. Je suis tombé dedans, puis j'ai pas peur d'être tombé dedans, j'ai vraiment envie de continuer. Vraiment, j'aimerais ça faire des tournois aussi parce qu'il y a une grosse communauté à Montréal, puis ça, j'étais pas au courant du tout. Bref, vraiment génial comme jeu. Le dernier jeu de cette catégorie, ainsi que le dernier jeu de mon coin de neuf, A Study in Emerald First Edition de Martin Wallace. A Study in Emerald, en fait, c'est une œuvre qui a été écrite par Neil Gaiman, où est-ce que l'auteur va jumeler deux univers, l'univers de Cthulhu, ainsi que l'univers victorien, Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe, etc. Donc, victorien, noir, sombre, et on joint ces deux univers-là ensemble. Et le contexte, en fait, c'est que Cthulhu a pris le contrôle de la planète depuis des centaines et des centaines d'années, et Sherlock Holmes et compagnie veulent en fait renverser ce pouvoir-là, donc il va y avoir en fait de l'investigation à faire et tout ça. Pour revenir en fait au jeu principalement, il y a en fait plusieurs mécaniques qui sont à l'œuvre. La première, c'est du deck building, où est-ce que les joueurs vont récupérer différentes cartes et ils vont les ajouter à leur deck. Tu as aussi un certain contrôle de territoire, où est-ce que bon, il va falloir que tu aies une majorité si tu vas obtenir certaines cartes sur le plateau. Il y a aussi un principe d'identité secrète, où est-ce que les joueurs reçoivent une carte identité cachée au début de la partie. Ça va déterminer s'ils sont loyalistes, c'est-à-dire qu'ils sont du côté de Cthulhu, ou ils sont des rebelles et qui veulent renverser le pouvoir de Cthulhu. C'est un jeu qui est vraiment vrai. C'est un cocktail Molotov, c'est explosif comme jeu. On a joué 3 parties en ligne, moi et mes amis. La première a duré 2 heures. On a voulu en faire une deuxième parce qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas trop. On trouvait qu'il y avait beaucoup de choses à aller creuser. Notre deuxième partie a duré 20 minutes. Et la troisième a duré 1h30. C'est un jeu d'environ qui devrait durer 1h30. La raison pour laquelle que notre deuxième partie a duré 20 minutes, c'est parce que les joueurs peuvent décider de mettre fin à la partie d'une façon spécifique. Et si un joueur décide de faire ça très tôt en début de partie, ben écoute, il peut gagner la game de cette manière-là. Mais c'est pas à son avantage parce que, en fait, en fin de partie, on va révéler les rôles de tous et chacun. Et par exemple, moi je suis un loyaliste et que toi tu es un loyaliste et que, mettons, notre ami à droite, Winnie, c'est un rebelle, puis que Winnie numéro 2, c'est un rebelle. Et bien à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder qui a scoré le moins de points. Comme par exemple, si c'était moi qui avais scoré le moins de points, ben l'autre personne qui est avec moi perd automatiquement. Donc tu perdrais. Et là, la compétition se ferait entre Winnie numéro 1 et Winnie numéro 2, à savoir qui gagne. C'est particulier comme mécanique et dans la deuxième édition de Study in Emerald, ils sont venus réparer ça où est-ce que bon, plutôt que tu perdes automatiquement, tu fais juste perdre 5 points. Donc la deuxième édition est une version plus euro, je dirais, plus structurée dans tout ça. On a vraiment 1h30, 2 heures avec la version euro, il n'y a pas de manière de terminer la partie. Mais la première édition, la thématique est tellement bien rendue. Écoute, c'est pas juste du plaqué. Il y a de quoi là, qui se passe autour de la table. Aussi au niveau du méta, t'es là et t'essayes de voir qu'est-ce que les autres veulent faire. Tu commences à trouver ça louche, tu commences à te poser des questions. Il y a vraiment de quoi à fucker ton esprit dans le fond, à vraiment rendre ton affaire un petit peu, wow, ok, là, c'est qui, pourquoi tu fais ça? Ah, c'est bien bizarre. C'est la première fois en fait que je vois un jeu dans l'univers de Cthulhu qui te fait vivre cette thématique-là au niveau méta. Habituellement, les jeux de Cthulhu, bon, t'as un personnage, faut que tu vérifies sa santé mentale, c'est comme un autre jauge en fait de points de vie entre guillemets à gérer. Alors que dans Study in Emerald, il y a vraiment comme le principe où est-ce que, tu sais, faut que tu arrêtes de trop réfléchir parce que maintenant tu peux vraiment devenir fou à essayer de saisir c'est qui est quoi autour de la table. Tu as des mécaniques aussi qui ont éliminé, dans le fond tu avais une mécanique où est-ce que un joueur autour de la table peut sortir une carte zombie dans la première édition et cette carte-là va permettre aux joueurs de faire popper des zombies et dès qu'il y a 8 zombies autour de sur le plateau, et bien ça met fin à la partie. On a éliminé ça.
dans la deuxième édition parce que, bon, c'était quelque chose qui était quand même complexe à gérer parce qu'il y a vraiment des petites règles, des petits tweaks à avoir. Il y a aussi le principe de vampire qui, je crois, n'est plus dans le jeu. Où est-ce que si je joue un vampire, ben, je peux décider de transformer un de mes personnages en vampire et il devient invincible, entre guillemets, c'est-à-dire les autres joueurs ne peuvent plus l'attaquer. Et aussi l'autre chose, c'est que moi, si j'ai un vampire dans une ville, ben, je peux décider de mordre un personnage d'un autre joueur et ce personnage-là devient un vampire et devient de mon côté, tu dis oh my god, c'est donc bien fort. Non, vraiment pas, parce que, écoute, t'as 2 actions par tour, t'as 5 cartes en main, puis tu repiges pour avoir 5 cartes. La carte, elle revient vraiment pas souvent, pour être honnête. Il y a vraiment tu peux pas abuser de cette chose-là. De toute façon, c'est pas ça qui va te donner des points en fin de partie. Pour vrai, là, Study in Emerald First Edition, je pense que c'est un des meilleurs jeux que j'ai vu dans l'univers de Cthulhu qui présente une thématique aussi forte que ça. J'ai pas joué à beaucoup de jeux de Cthulhu, je dois avouer. C'est ce qui conclut mon Quoi neuf Vince du mois de juin. C'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!